Dans la forêt sans heure, on abat un grand arbre. Un vide vertical tremble en forme de fût, près du tronc étendu. Cherchez, cherchez, oiseaux, la place de vos nids, dans ce haut souvenir, tant qu'il murmure encore. Merci beaucoup. Alexis Génie, vous avez envie de réagir à ces quelques mots pour démarrer cette soirée? Oui, enfin bon, quand j'entends ce poème, je me dis ah tiens c'est vrai, dans mon bouquin j'ai parlé de trucs comme ça aussi. Enfin bon, bien que en tirant le fil, il y a toujours quelque chose qui vient. Donc voilà, je vais pas m'étaler comme ça de moi-même. Je vais vous laisser prendre la direction des choses. Alors on est avec vous pour parler de Parmi les arbres, essai de vie commune, qui est sorti donc aux éditions Babel. Et effectivement dans ce livre. Alors, on est avec les arbres, parmi les arbres, on fréquente les arbres, d'une façon un peu innovante, comme un monologue spontané dans lequel on passe des réflexions scientifiques à des souvenirs d'enfance, comme si, alors voilà, c'est ma question, comme si tout ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant vous amenait à ce livre-là. Vous avez cette sensation aussi ? Alors c'est un livre que j'ai mis très longtemps à écrire. Enfin, non, pas très longtemps à écrire. Je l'ai écrit très vite, mais j'ai mis très longtemps à commencer à l'écrire. Parce que bon, j'ai été professeur de sciences naturelles, de SVT. J'aime pas ce mot, mais bon, voilà. Et j'ai passé l'agrégation de biologie. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot, pardon? Qu'est-ce que vous aurez... SVT, parce que ça fait un peu technico-scientifique. Finalement, professeur de sciences naturelles, c'est un petit côté désuet que j'aime bien. Bon, voilà, c'est tout. Bah, c'est important. Choisissons les bons mots. Donc, j'ai enseigné dans un lycée pendant plus de 20 ans. Et puis après, je me suis mis à écrire des romans. Voilà. Et puis après, j'ai fait que ça. Et puis, j'avais envie d'écrire sur la nature, sur les sciences. Les deux, nature et sciences. Après, les sciences naturelles. Donc, pour moi, les sciences, c'est que les sciences naturelles. La physique et les maths, j'y comprends rien. Donc, c'est pas la peine. J'avais envie. Je sais pas comment faire. Vraiment, je me disais, bon, faut peut-être que j'écrive une biographie de scientifique. Ouais, mais ça va pas, parce que le temps de la recherche, c'est pas le même que le temps romanesque. Le temps romanesque, il faut que ça pulse. Le temps de la recherche, c'est lent. Bon, je ne savais pas comment faire. Puis un jour, il y a une éditrice qui me dit « Ouais, ça serait bien d'écrire sur les arbres, parce que c'est un peu la mode, là, comme ça. » Et elle venait d'acheter le livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres. Bon. Je dis « Ok, ok, mais ça m'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup, les arbres. Je peux faire un truc vite fait mal fait. Mais là, en fait, je ne sais pas comment faire. » Et donc, je cherche. Et puis un jour, je trouve, mais vraiment un jour, précisément, un jour très précisément, je raconte un peu dans le livre, là, en Argentine. Qu'est-ce que je foutais en Argentine? J'allais voir, avec ma compagne, on allait voir sa fille qui faisait une année d'études là-bas. Bon, on en profite pour aller se promener. On va au pied des Andes, dans des espèces de canyons qui ressemblent à des paysages de Sergio Leone. Et là, je vois un arbre qui me fait quelque chose. Alors ça, c'est courant. Je fais une petite digression là. Les arbres me procurent des émotions. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi, après avoir écrit dessus, mais c'est pas grave, ça me procure des émotions. C'est-à-dire que des fois, il y a quelque chose qui me saisit à les voir. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je vais les embrasser. Hein, moi, j'ai ma pudeur. Non, c'est comme ça de les voir, et il y a quelque chose, et puis il y en a qui m'attirent l'œil, et puis je suis saisi, et puis j'ai envie de faire quelque chose. J'en ai fait des dessins, j'en ai fait des photos, j'en ai écrit des trucs, enfin bon, mais ça me fait toujours ça. Donc un jour en Argentine, je tombe sur un arbre, sur un petit tas de sable, dans une zone désertique, un arbre épineux. Et là, j'ai une sorte de... Ouais, il y a un truc particulier. Il est tout seul, cet arbre, et il a des grandes épines. Il est tout maigre. On dirait un Hidalgo, un Espagnol, vous savez, avec la moustache pointue, là, et puis la rapière au côté, qui se tient un peu raide, et qui est en train de dire « Toi, l'herbivore, si tu t'approches, je te plante. » Et bon, je me fais des... Mais il y avait quelque chose qui m'avait saisi dans cet arbre-là.
Et là, je me dis, finalement, c'est ça que je dois faire. Parce que raconter les arbres, ça risque d'être trop scientifique. C'est un peu rasoir. Faire de la littérature, c'est compliqué, parce que la littérature, c'est pour les humains. C'est pour des relations humaines. On raconte des relations humaines. Si je raconte simplement de loin les arbres tels qu'ils sont, bon, c'est sympa, ça fait de l'encyclopédie, mais ça attrape pas le lecteur. Comment je vais faire pour raconter les arbres? Et là, soudain, à ce moment-là, je saisis la solution. Il faut que je raconte des rencontres. Et là, le problème est résolu. C'est-à-dire que si je raconte des rencontres avec les arbres, c'est une histoire humaine. C'est source de littérature. Et en même temps, je peux raconter des tas de choses qui sont de l'ordre du savoir scientifique, que j'ai parce que je l'ai appris. Et donc, je peux structurer mon livre par des rencontres touchantes et émouvantes avec les arbres, mais après qui me font penser à comment ces êtres vivent. Et là, le bouquin, il s'est fait, je ne vous dis pas tous les détails, mais il s'est fait un peu tout seul assez vite. C'est-à-dire que très vite, il y a plein d'anecdotes qui me sont revenues. Je me suis souvenu de combien une oasis en Algérie m'avait vraiment touché. Je me souviens combien j'ai beaucoup aimé le séquoia qui était dans la petite cité où j'habitais. Combien j'avais été impressionné par le fait de rentrer dans un énorme creux, etc., etc. Et chaque fois, ça me donnait à la fois un récit de rencontres émouvantes et aussi un sujet d'analyse et de façon d'expliquer les choses pour essayer de comprendre comment vivent ces êtres vivants comme nous, mais qui vivent d'une autre façon, d'une toute autre façon. L'arbre, c'est l'étrangeté, c'est l'autre, c'est le grand autre. Il vit d'une autre façon que nous, mais il vit. Et c'est passionnant à observer, à saisir, à comprendre, etc. Et voilà, donc c'est une très longue digression pour répondre à la question. C'est vrai qu'il y a eu énormément finalement d'anecdotes depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, etc., qui sont rassemblées pour raconter des choses à la fois émotionnelles et relationnelles et du savoir. Parce que c'est le savoir. C'est bien le savoir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour la séparation entre les lettres et les sciences. Je trouve que les sciences, le problème c'est qu'on ne les enseigne pas très bien, mais les sciences, ça permet de mieux voir. Quand on sait, on voit mieux. Quand on sait comment ça marche, on comprend mieux, et comprendre au sens presque d'absorber. Et c'est vrai que, je me souviens quand j'étais gamin, quand je voyais une haie par exemple, pour moi c'était un aplat vert avec quelques petits points rouges ou jaunes. Puis quand j'ai fait de la botanique, il y avait plusieurs sortes de verts, plusieurs sortes de jaunes, plusieurs sortes de rouges qui correspondaient à des... Et en fait je voyais mieux, je voyais plus. Et c'était plus net, plus profond, plus complexe et plus réjouissant. Les sciences, c'est une grande aventure intellectuelle. Et c'est passionnant, et ça, c'est pas du tout incompatible avec l'émotion, l'enthousiasme. Donc ce livre, en effet, m'a permis de rejoindre deux trucs qui m'ont beaucoup occupé dans ma vie. Un, les sciences. Deux, la littérature. Et je dirais même plus loin, il y a quelque chose de très poétique dans votre approche, puisque comme vous le disiez, vous voyez finalement des arbres comme des personnes. Donc à travers cette galerie de portraits d'arbres que vous avez croisés toute votre vie, que vous nous faites rencontrer, vous vous arrêtez, vous réfléchissez. Et puis surtout au fil du livre, on comprend que vous avez longtemps parlé des arbres et que maintenant vous cherchez à les écouter. Et vous nous dites, ça c'est compliqué parce que le langage, comme à peu près tout ce qui concerne l'arbre, est parfaitement contraire à la logique humaine. Absolument, et oui, le langage n'est pas très adapté à ces êtres étranges. Alors, c'est à la fin du bouquin, je raconte un petit peu ce roman, un roman de science-fiction,
polonais des années 60, Solaris. Ça a donné lieu à 2 films. Un film de Tarkovsky dans les années 70 et un film, je ne sais plus qui, américain un peu récent. Mais le sujet de Solaris est prodigieux. C'est une planète lointaine qui est recouverte d'un océan vivant et semble-t-il intelligent. Et il y a des liens mais des liens compréhensibles entre les hommes qui sont dans une station spatiale pour essayer d'étudier cet océan vivant, et puis l'océan qui fait des formes, qui fait des trucs, en fait ils se comprennent absolument pas, parce que déjà la simple notion d'individu, l'océan ne voit pas bien ce que c'est, puisqu'il est seul de son espèce. La notion de langage, il ne voit pas bien ce que c'est non plus. Et donc, le roman raconte comment des générations de chercheurs perplexes essayent de comprendre cet autre absolu qui est l'océan de Solaris. Et si je raconte ça, c'est parce que finalement, les arbres, il y a un peu de ça. L'arbre, il est très lent, il est très durable. La notion d'individu n'a pas de sens pour lui, puisqu'il peut être scindé, multiplié, hybridé, etc. C'est pas du tout la même chose que pour nous. Donc sa reproduction, c'est potentiellement par milliers ou par millions. Enfin bon, c'est tellement différent. Il ne bouge pas. Bon, puis par contre. Alors ça, c'est Francis Allais, mon maître et héros. Parce que, j'ai dit ça parce que j'ai fait une bio de Francis Allais, qui est récemment là. Donc, qui dit quand on est un arbre, on a un problème, c'est qu'on est entièrement comestible et on ne peut pas bouger. Et donc, il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que là, l'arbre trouve des solutions innovantes à base de synthèse et de transformation de forme qui sont assez incroyables. Il y a des solutions à cette condition tragique d'être comestible immobile. En même temps, vous dites de l'arbre, et c'est comme vous le dites, c'est à la fois chimique et en même temps poétique, vous dites finalement, lui, il vit de l'air du temps. Et dans cette façon de nous le présenter, vous dites, mais alors c'est vraiment notre contraire, déjà parce qu'on se trompe sur toute la ligne. Quand on dessine un arbre, on fait toujours le tronc en premier. Bon, ça va pas parce que vraiment c'est une grande méprise, le tronc. Les racines, n'en parlons pas. Contrairement à l'homme, ce n'est pas son intériorité qui va le permettre de vivre, mais son extérieur. Mais ça, on ne le sait pas. Donc si on gratte un arbre, en fait, on le blesse. Ça peut être une blessure très très grave. Finalement, on est incroyablement ignorant de l'arbre. On s'en rend compte en lisant votre livre. Et c'est fou parce qu'on est dans une période où l'écologie prend de plus en plus de place et on reste ignorant de l'arbre. Oui, alors c'est vrai que c'est une des raisons de l'écriture de ce bouquin. Raison aussi de mon écriture de la bio de Francis Allais. C'est en fait, j'ai envie de raconter ça, que ça se sache. Bon, par exemple, justement, la fragilité de l'arbre, c'est vrai que ce qui est vivant dans l'arbre, c'est uniquement une petite couche millimétrique qui est autour. Le reste, le tronc, c'est essentiellement une poutre. C'est tout. Ça permet de tenir droit et de déployer les feuilles. Mais c'est pas vivant, c'est mort. Mais le vivant, c'est la couche autour. Ce qui fait que dans les arbres urbains, un des problèmes de l'arbre urbain, c'est de se faire cogner par une voiture. C'est-à-dire un petit choc de rien du tout qui fait une petite entaille dans l'écorce, on se dit c'est pas bien grave, il fait 50 cm de diamètre, c'est pas 3 mm qui va... si, parce que le petit choc va abîmer cette zone superficielle qui est la zone vivante. Bon, après, les arbres en ville, ils sont soumis à des tas de contraintes impossibles. Ils ont bien du mal et ils vivent beaucoup moins longtemps en ville qu'ailleurs. Mais c'est ça, je vous interromps là parce que ça c'est pareil, c'est une grande surprise. On est dans une ville en plus avec une mairie écologique, donc qui plante des arbres. Puis vous, dans votre livre, vous nous dites, mais en fait les arbres en ville, ils sont très malheureux. Et en même temps, on en a besoin pour respirer. Bon, alors là, on est quand même face à un vrai problème. Respirer, et aussi c'est le meilleur climatiseur du monde. L'arbre, c'est dans un moment où on commence à craindre des canicules urbaines, c'est vrai que les arbres, ça c'est des choses qui ont été mesurées.
la meilleure façon de refroidir une ville, c'est d'y mettre des arbres. Alors oui, ils sont malheureux. Après, on a fait des progrès dans la façon de les planter. Avant, les arbres urbains, on mettait ça, il y avait un petit trou dans le trottoir, il y avait une grille souvent, et puis c'est tout. Et c'est vrai que là, il y avait un problème de tassement du sol, un problème de blessures, etc. Enfin bon, on faisait des tailles pour que ça soit joli, mais qui ne correspondaient pas obligatoirement à qui était bon pour l'arbre. Maintenant, on change les choses. C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué ça parce que je peux voir les choses maintenant sur une épaisseur de temps de 30 ou 40 ans. La jardinerie en ville a fait des progrès prodigieux. Avant, il y avait des pelouses et des ronds de pétunia. Maintenant, il y a plein de trucs. Les arbres, avant, on les mettait dans ces espèces de trous. Et puis, ils vivaient pas très longtemps. Maintenant, on leur donne de l'espace. On met de la terre non tassée autour. On change un peu les espèces, on multiplie les espèces, etc. On commence à en prendre soin, on commence à se rendre compte qu'il y a des conditions de vie qui leur sont favorables et d'autres défavorables. Et que il ne suffit pas de planter un arbre comme ça, non, il faut le mettre au mieux. Alors après, il y a aussi tout le rapport aux champignons qui est important. Voilà. Donc il y a des progrès très nets, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir véritablement à qu'est-ce qu'on fait avec les arbres, où c'est qu'on les met, comment on les plante, et lesquels. Pardon, je vous coupe encore, parce qu'il y a un autre point qu'on découvre dans le livre, c'est qu'on est très ignorant aussi du sol. Le sol, grande merveille de la planète. Le sol, c'est un produit vivant. C'est-à-dire, c'est le résultat de l'activité d'êtres vivants, de micro-êtres vivants, c'est-à-dire des bactéries, des champignons, des insectes, des vers. Tout ça vit à partir de matière organique produite par les végétaux. Ça brasse la matière organique avec de la matière minérale et ça nous fait ce qu'on appelle le sol, qui a une structure complexe et fragile et qui est en train d'être détruite par les pratiques agricoles industrielles. C'est-à-dire qu'on a trouvé qu'en fait, il suffisait de mettre des engrais et puis ça allait bien. Donc le sol est considéré dans les pratiques agricoles industrielles. Bon, il y a toutes sortes de pratiques agricoles. On va dire les pratiques agricoles industrielles considérées comme un substrat dans lequel on met des engrais. Ça marche bien, hein, ça pousse bien, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que le sol se désagrège, les êtres vivants qui sont à l'intérieur meurent, et petit à petit, ça retourne à ce que c'était au départ, du sable. On est en train de transformer les sols agricoles en sable, qui sont en fait des substrats pour mettre des engrais chimiques. Et c'est vrai que c'est là où on commence à voir une stagnation des rendements. Finalement, le sol tel qu'il est extrêmement adapté aux végétaux, mais c'est quelque chose de vivant, fragile, et qu'il faut entretenir. Il faut, c'est un des grands chantiers écologiques à venir, de considérer les sols et d'entretenir et d'améliorer les sols pour que demain, il y ait encore des cultures. Parce que la planète Terre est faite pour les arbres. Vous dites dans votre livre, en fait... Alors, et pour. Voilà, par et pour, ouais. Parce que la lumière, l'eau, c'est les arbres. Ah alors bon, il y a plein de végétaux différents aussi. Hein. Bon, les arbres, c'est les plus spectaculaires. Et puis, dans la plupart des régions du monde, le couvert végétal en équilibre, c'est une forêt. La France, normalement, si on la laisse sans intervention humaine, elle serait couverte de forêt. Il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans, elle était couverte de forêt. Parce que c'est l'état de forêt primaire, c'est-à-dire l'état d'équilibre du couvert végétal sous nos climats. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que à la fois ça vit du sol, mais ça alimente le sol. En fait, les arbres créent leur propre milieu de vie.
Donc c'est un cercle vertueux. Ce milieu de vie est favorable aux arbres, les arbres sont favorables à ce milieu de vie, etc. Et ça fonctionne. Bon, quand on arrive là au milieu, qu'on déboise, on détruit beaucoup de choses et on porte atteinte à la possibilité de vivre sur nos terres. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte maintenant. C'est-à-dire que depuis un demi-siècle, en gros, en France, ça a décollé après-guerre, on a fait de l'agriculture industrielle, avec des hybrides, avec des engrais, avec des pesticides. Ça a marché super bien. On a augmenté les rendements. Alors, il faudrait voir les chiffres exacts, mais je ne sais pas, c'est par 5 ou par 10. Prodigieux. On a eu à manger pour tout le monde. Magnifique. Le problème, c'est que c'est un traitement ultra violent pour ce qui était le milieu de vie. Et ce milieu de vie se dégrade. Et donc, du coup, il faudra de plus en plus de pesticides, d'engrais, de machinerie, d'intrants, etc. Et ça pose un vrai problème pour demain et après-demain. Donc il y a quelque chose à travailler sur les cycles normaux de la nature. Bon, on a besoin de produire des choses, on a besoin de se nourrir, donc il en faut. Mais après, il faut accompagner les cycles naturels, les accompagner au mieux pour qu'ils puissent nous fournir de quoi manger, de quoi vivre, mais ne pas les forcer, car on les détruit. Donc, ouais. D'autant que vous dites, c'est une seule et même personne. Tout est relié. C'est un peu la thématique de ce soir. Mais vous dites, mais en fait, c'est pas... On ne s'attaque pas à des arbres, on s'attaque à une seule et même personne, c'est la nature. Vous dites, les arbres, ils sont reliés entre eux, le sol est relié, enfin tout est relié. Voilà. C'est pas une communauté, c'est une chose. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a du mal à le comprendre. La vie est un sport collectif. Alors ça, c'est profond. C'est-à-dire que vous savez, nous-mêmes, on a l'air super individus comme ça, indépendants. Vous savez, maintenant c'est passé un peu dans la culture courante, on a un bon kilo ou deux de bactéries dans notre intestin, le microbiote. Et heureusement qu'on les a, parce que ça nous aide des tas de choses, ça nous maintient en bonne santé, ça nous permet de synthétiser des vitamines que autrement on ne synthétiserait pas, etc. Dans nos cellules, il y a le résultat de l'endosymbiose. C'est un vieux truc, l'endosymbiose. Ça date d'environ 2 milliards d'années. Nous avons dans nos cellules des petits organites qui s'appellent des mitochondries, qui sont capables de produire de l'énergie à partir de sucre et d'oxygène. Mais ces mitochondries, la façon qu'on a de les analyser maintenant, on pense que ce sont des bactéries qui se sont introduites dans nos cellules et qui permettent aux cellules d'avoir cette activité de production d'énergie. C'est-à-dire que ce sont des symbioses. En fait, nous sommes une symbiose à plein de niveaux. Et puis, nous avons des liens profonds. Alors, nous sommes aussi une espèce sociale. Et puis, nous sommes en lien avec plein d'êtres vivants. C'est vrai que le vivant, c'est l'espace de l'infiniment complexe et de l'infiniment relié. C'est par essence collectif. La notion d'individu, oui, elle en prend un coup. C'est-à-dire que c'est bien, ça aide pour la vie de tous les jours, mais après, dans le principe, nous sommes très reliés. Il y a une description dans votre livre qui est incroyable. Vous démarrez votre livre par ça. D'ailleurs, vous dites pour comprendre un arbre, il faut imaginer un drap qui sèche dehors au vent. C'est très joli et en même temps, c'est très scientifique quelque part. Alors, c'était l'idée de ces vaisseaux du bois qui sont autour, qui font le tour. Bon. Donc, je vous dis, le tronc, c'est une poutre, les branches, c'est des poutres, et il y a ce petit voile. Autour, c'est dans des vaisseaux qui sont... Ça fait si on arrachait ces vaisseaux, on aurait comme une sorte de drap transparent. Donc, un arbre, finalement, un arbre fonctionnel, c'est quoi ? C'est comme un drap qui serait pendu au jardin, sur le fil, avec la lumière qui passe à travers, avec le vent qui le fait bouger. Ça
c'est pendu un peu bas, donc ça touche le sol et l'eau monte à travers, puis ça grandit. Finalement, l'arbre, c'est un drap au jardin. Alors c'est drôle parce que un jour, j'avais un petit peu développé cette idée avec mon Francis Allais qui me disait qu'il était passionné par la voile. Toute sa vie, il a fait de la voile, tout ça, il adorait. Et alors là, bon, c'était un peu l'heure d'apéro. Hein. Et je lui ai dit, ah ouais, mais finalement, faire de la voile, c'est la meilleure façon pour un être humain de ressembler à un arbre. Parce que tu es là, au soleil, dans le vent, à côté du mât, il y a de l'eau. Tu es un arbre. Comme ça, c'est un homme un peu scientifique à l'ancienne, il me dit il était dubitatif. Mais c'était cette idée-là. Voilà. Alors, mon idée, elle n'est pas totalement délirante. Si vous voyez des algues dans l'océan, des grandes algues qui sont de grandes feuilles vertes qui flottent dans l'eau, dans la lumière. C'est ça le végétal fondamental, c'est l'algue. L'algue, donc c'est une grande plaque transparente qui flotte dans les vagues, qui prend la lumière, qui utilise l'eau, etc. Et l'arbre, c'est quoi? C'est un étendage qui permet de tenir quelque chose qui se ressemble à des algues dans la lumière et dans l'air, les feuilles. Et l'algue fait de la photosynthèse, l'arbre fait de la photosynthèse, et l'arbre n'est que la structure en bois, en poutre, pour présenter au soleil et dans l'air des structures photosynthétiques transparentes et qui absorbent l'eau du sol pour alimenter en eau ces feuilles. Finalement, tous les végétaux se ressemblent parce que en fait, ce sont des cellules photosynthétiques et qui ont besoin de lumière, d'eau, d'air. Mais dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites toucher du doigt le fait qu'il manque quand même une pédagogie précise pour comprendre quelque chose qui, en même temps, est très difficile à comprendre. C'est-à-dire que vous dites, le poisson, on peut vaguement imaginer ce qu'il ressent dans l'eau, bon, on peut imaginer ce que ça fait que de se prendre une vague, que d'être dans un courant, mais l'arbre, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Mais c'est intéressant. Parce que justement, c'est un être vivant autre. C'est autre chose. Après, je pense qu'il faut aller le voir, il faut aller regarder, il faut aller l'observer, il faut aller faire la sieste dessous ou grimper au-dessus, suivant les goûts. Mais c'est vrai que c'est... je recite encore mon bon maître, Francis Allais, qui est spécialiste de la forêt tropicale. Il dit, pour étudier la forêt tropicale, il faut attacher son hamac à 2 arbres et dormir dedans. Il faut y aller, quoi. Faut aller voir. Il faut observer. Il faut passer du temps à observer. Et c'est vrai que lui, il dessine. Moi aussi. Bon, je ne suis pas très bon en dessin, mais voilà. Qui a fait les dessins qui sont dans votre livre? C'est vous? Moi, ouais. Voilà. Alors, je m'inscris en faux. Vos dessins sont parfaits. Et dans ce livre, il y a des dessins et puis il y a des petites phrases aussi qui tombent tout d'un coup comme ça, comme des petites pensées, comme des petites relances, comme des... Pourquoi vous l'avez mis en scène comme ça, ce livre? Parce que j'avais commencé... dans le premier chapitre, je dis je vais voir les arbres, je les regarde, puis je voudrais leur parler, mais je voudrais leur dire c'est comment la vie? Et du coup, j'invente des petites réponses ici ou là, parsemées dans les chapitres, où finalement il y aurait l'arbre qui dirait la vie, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, mon éditeur m'a dit ouh là là, c'est bizarre, hein, c'est sûr que c'est indispensable. Je dis non, mais j'aime bien, moi, c'est la réponse à la question du début, voilà, et c'est vrai que oui, c'est. Et vous avez bien fait, parce que c'est à la fois poétique, en même temps c'est drôle. Et puis, on a vraiment l'impression que vous essayez de nous amener avec la plus grande pédagogie possible à nous interroger sur comment pourrions-nous écouter un arbre. D'ailleurs, vous dites à un moment donné, j'aimerais bien trouver le plan parfait de l'arbre. Ça n'existe pas et on a la sensation que c'est parce que vous ne le trouvez pas que finalement vous nous en livrez un. Que je continue à regarder. Ce serait quoi un plan parfait de l'arbre? Je sais pas. Alors, c'est quand on essaie de dessiner un arbre, on est bien embêté. Parce qu'on ne peut pas dessiner tout.
Donc il faut faire des choix, mais de toute façon le dessin c'est toujours se faire des choix. Et après il faut trouver faut trouver ce qui est important. Il y a des gens qui arrivent merveilleusement bien. Moi je rame, mais bon voilà, c'est pas grave. De ramer, ça me permet d'apprécier ceux qui le font vraiment bien. Il y a des gens qui dessinent merveilleusement des arbres. Et il faut arriver à trouver la structure générale. Alors, l'hypothèse que je fais sur l'émotion que me procurent des arbres, c'est que quand il y a des arbres, quand je les vois, c'est comme si c'était une image à la fois de la puissance et de l'harmonie. Les deux à la fois. Une puissance harmonieuse qui est là comme ça, avec à la fois planté et à la fois allant vers le ciel et un bel équilibre. Et ouais, je fais l'hypothèse que c'est ça qui me touche. Bon, j'y crois qu'à moitié mon hypothèse, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ça me touche. Voilà, ça continue à me toucher, donc je continue à les regarder. J'adore les régions d'élevage où on a du bocage, où on a laissé des arbres et on les laisse, et ils ont leur place. On les a laissés pour les vaches pour qu'elles se mettent dessous. Et c'est vrai qu'ils ont des formes incroyables parce qu'ils ont toute leur place. Et là, ils sont très, 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 très beaux. Donc oui, voilà, il y a quelque chose comme ça d'harmonie, de cette puissance que j'aimerais arriver à saisir, mais bon, voilà. Vous en approchez pas mal. Vous nous aidez quand même vraiment à J'essaye. À appréhender un peu mieux. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Hein. Il y a des passages qui sont drôles, comme par exemple quand il y a un dialogue. À un moment donné, vous interrogez une personne qui est en train d'arroser sur le balcon des plantes et vous faites un lien avec le test de Turing. Voilà. Et au final, c'est assez drôle pour nous inviter à dire, en fait, on peut imaginer le langage de plein de façons. Ouais, tout à fait. Oui, c'est par rapport à l'intelligence, en fait. L'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Est-ce que les plantes sont intelligentes ? Est-ce que l'arbre est intelligent ? Alors, j'ai rencontré un jour un neurobiologiste végétal, un Italien. Quand j'ai appris son existence et quand j'ai commencé à lire son bouquin, je me suis dit, quand même, être italien n'excuse pas tout. Donc, il exagère, c'est vraiment... Et en fait, c'est vrai qu'il joue un peu avec les limites, mais il dit des choses très très profondes. Il essaye pour comprendre ça, pour essayer de décider s'il y a une intelligence végétale, en fait, il faut démonter un peu l'intelligence. Nous, êtres humains, nous avons une intelligence qui est celle d'un gros cerveau, très centralisé. Nous sommes capables de conscience, nous sommes capables de représentation, nous sommes capables de langage, etc. Les végétaux, les arbres ne sont pas capables de ça, c'est clair. Parce qu'ils n'ont pas cette structure-là. Et il existe une deuxième sorte d'intelligence. Alors, pour comprendre, il faut essayer de passer à l'intelligence des fourmis. Une fourmi, c'est pas très futé, tout seul. Parce que il n'y a pas beaucoup de matériel neuronal mais les fourmis sont beaucoup. Et elles ont le temps. Ce qui se passe, c'est que elles sont équipées de petites commandes simples, stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'à telle situation, à tel phéromone, elles répondent de telle façon. Et il se trouve qu'en interagissant à beaucoup et longtemps, elles arrivent à avoir des comportements adaptés. Et par exemple, construire une fourmilière, ou élever des pucerons, etc. Donc faire des trucs super intelligents. Donc en fait, c'est quoi l'intelligence ? C'est répondre de façon autonome et adaptée à des problèmes. Il y a deux voies possibles. La voie centralisée, complexe, la nôtre, elle est super. Mais alors qu'est-ce que c'est coûteux ? Parce que le cerveau, il faut le nourrir. Puis il met 20 ans à se développer. Et puis c'est fragile. Les fourmis, elles ont une autre façon, c'est l'intelligence distribuée. Ça coûte pas cher à produire. C'est pas long à développer. Et puis, si on en perd, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a deux voies. Eh bien, si intelligence végétale il y a, il faut le voir du côté des fourmis. Et mon neurologue végétal, il développe ça à propos des racines. Il dit, les racines poussent tout le temps. Alors, attention, une petite digression. Quand vous voyez un arbre avec un feuillage, il y a autant de racines dessous.
C'est la même taille. Bon, donc ça pousse tout le temps, et ça va vers l'eau, et ça évite les cailloux, et ça s'en mêle pas. Pourquoi ? Parce qu'au bout de chaque racine, dans la zone de croissance, il y a des petits capteurs très simples qui peuvent capter la gravité, qui peuvent aussi capter la résistance et tout ça, et ça pousse. Et la poussée va être orientée en fonction de ces capteurs. Donc en fait, la racine sent son environnement et elle va pousser en fonction de son environnement. Et à la fin, elle va vers l'eau, elle contourne les cailloux et ça ne se mélange pas. C'est un comportement intelligent. Mais il faut démonter l'idée d'intelligence pour voir qu'il y a une intelligence. Alors, c'est là qu'on arrive au test de Turing. C'est le test de Turing qui s'est dit, est-ce que les machines peuvent être intelligentes ? Eh bien, si on n'est pas capable... si ça a l'air intelligent, si on n'est pas capable de différencier une machine d'un homme, c'est qu'elle est intelligente. Le test de Turing, c'est comme si elle a l'air d'être intelligente, c'est qu'elle l'est. L'arbre, s'il a des comportements intelligents, c'est qu'il est intelligent. Mais c'est pas la même que nous. Pour ça qu'il n'a pas de langage, il ne répond pas. Mais vous avez une approche émotionnelle de l'arbre. C'est-à-dire que vous avez la sensation que l'arbre souffre, l'arbre pleure, l'arbre est malheureux parce qu'il est seul, l'arbre n'est pas content d'être en ville. D'ailleurs, quand on lit votre livre, au bout d'un moment, on a envie d'ouvrir les fenêtres. Vous nous transmettez quand même ces émotions-là. C'est mon côté Idifix. Vous savez, le petit chien d'Obélix là, qui hurle à la mort dès qu'Obélix déracine un arbre d'un coup de pied. Bon, non mais c'est vrai que ça me... Est-ce qu'on n'est pas plus sûr de ça finalement ? On peut aussi bien décider que l'arbre souffre. Ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est... Alors après, souffre, c'est pas la même souffrance que... Il n'y a pas une conscience de la souffrance. Après, on a pu mesurer des choses, c'est-à-dire qu'un arbre qui est soumis à des stress, alors soit un stress hydrique, manque d'eau, un stress lumineux, trop de lumière, un stress thermique, ou bien une agression par des insectes, des herbivores, etc., il va réagir par des substances de stress qui vont être émises, qui vont, pour certaines, par exemple, repousser les prédateurs, et pour d'autres, vont se diffuser dans l'air, vont arriver aux autres arbres, qui, détectant ces substances de stress, vont se mettre à développer des réactions de défense. Et là, il y a une communication. Alors, attention, communication, il ne se cause pas. Hein. La communication, c'est une fonction basique de l'être vivant. Même les bactéries communiquent. Donc les arbres aussi communiquent. C'est-à-dire, ils peuvent émettre des substances qu'ils se synthétisent eux-mêmes, qui vont créer des réactions. Ils émettent ces substances en certaines circonstances, et ça va créer des réactions chez les autres arbres qui vont détecter ces substances. Donc en effet, il y a une véritable communication. C'est-à-dire que la forêt fonctionne de façon globale. Et dans ce livre, il y a une plante à laquelle vous aviez promis un jour d'écrire sur elle, cette fameuse plante qui s'étire pour chercher un peu de lumière. Et vous dites, bah voilà, ça y est, je l'ai fait. J'avais dit que je la mettrais dans un livre, c'est bon, maintenant, ouais. Elle y est. C'est vrai, c'était un truc, j'étais dans un hôtel en Suisse. Bon. Et il y avait des plantes vertes dans la montée d'escalier. Et là, c'était un truc assez monstrueux. C'est des plantes d'appartement, hein. Vraiment des plantes. Donc, les plantes, elles avaient poussé, elles avaient rampé sur le sol, rampé le long des murs, comme des tentacules. Et elles devenaient monstrueuses, gigantesques, pour essayer d'aller choper un petit peu de lumière qui était dans un coin. Et ça faisait des pousses. Normalement, c'est des plantes qui sont dans un pot. Et là, elles avaient des tentacules qui faisaient 3-5 mètres. C'était incroyable. Ça faisait limite peur. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas, j'avais 20 ans quand j'ai vu ça. Et en effet, je me suis dit, ça fait partie justement de ces rencontres que j'ai pu faire et qui ont structuré ce livre. Ce livre, finalement, c'est toutes les rencontres. Par exemple, aussi, quand je raconte le truc sur l'oasis dans le Sahara, c'est-à-dire que au Sahara, je ne vous apprendrai rien, l'air est sec.
Mais bon, j'ai pas fait attention à ça, parce que je trouvais qu'il faisait chaud, c'est tout. Et puis, je rentre dans la Palmeraie, et j'ai l'impression de rentrer dans un dôme. Hein. Vous savez, les espèces de science-fiction, le dôme de protection. Et là, je rentre dans un dôme d'air frais et humide. Et je me suis dit, ça alors, je rentre dans la respiration des arbres. Et j'avais jamais fait attention à ça, parce que bon, moi j'ai grandi dans des zones un peu humides. J'ai grandi dans la région de Lyon, il fait humide comme ici, quoi. Donc on se rend pas compte qu'il y a cette haleine des arbres, cette respiration des arbres. Et là, finalement, l'expérience du Sahara me le faisait sentir grâce à cette palmeraie. Voilà. Et ça a été pour moi un choc. Ça alors, ça existe. Ça existe, je le sens. Voilà. Et là aussi, ça fait partie de ce qui structure ce livre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est des voyages, des rencontres. Mais comme ce dont on se rend compte, c'est que avant de devenir un scientifique, avant d'écrire, avant de voyager, avant de vous rendre compte que les arbres vous procuraient une émotion dingue, instinctivement, vous étiez déjà sujet à des émotions fortes au milieu des arbres. Vous racontez par exemple une promenade que vous faites avec votre père dans la forêt. Vous êtes très petit, vous avez 5 ans. Et vous dites à ce moment-là que vous avez peur d'être perdu. Mais vous dites, les adultes ont l'air de savoir. Cette phrase, elle m'a vraiment fait penser au monde dans lequel on est aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui pour savoir ? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose là je me souviens vraiment, c'était très fort. En plus, c'est une forêt il y avait eu un incendie. C'était vraiment la forêt des contes, quoi. C'était terrible. Et là, il y a mon père qui avait l'air de connaître le chemin. Donc là, j'étais totalement perdu. Je dis, mais comment font... Alors j'étais déjà un petit garçon très raisonneur. Hein. Mais comment font les adultes pour savoir où on va ? C'est bizarre. Est-ce qu'ils auraient un organe spécial ? Un sens spécial ? Est-ce qu'ils sauraient ? Ça me paraissait pas très crédible, enfin bon, etc. Donc je m'avais beaucoup réfléchi à ça. Mais franchement, à l'âge que j'avais, ça faisait peur. C'est très inquiétant. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était assez simple. Hein. D'ailleurs, du coup, j'ai un assez bon sens de l'orientation. Je pense que cette peur que j'ai eue à ce moment-là m'a forcé à développer ce sens-là, à bien sentir, à bien repérer les détails pour me refaire dans ma tête le chemin, quoi, pour pouvoir rentrer. Je me suis beaucoup promené dans la forêt, je me suis peu perdu. Mais après, vous avez décidé d'être enseignant. Donc, quand même, cette question de la transmission, du savoir, mine de rien, même si là, vous nous emmenez en balade, en fait, avec vous, dans vos souvenirs et au milieu des arbres, il y a quand même ce souci de transmettre et d'apprendre. Comment on fait ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait des cours spéciaux sur la mécanique de l'arbre. Il faudrait des... Non, alors après, c'est les cours de sciences. C'est-à-dire que... Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu tordu, c'est que on enseigne les sciences d'une façon très austère en disant que c'est comme ça que ça se fait. Donc du coup, les littéraires trouvent que les sciences c'est un peu ennuyeux. Et puis les scientifiques trouvent que les sciences c'est très bien, mais on n'est pas là pour rigoler. Et les littéraires c'est des approximatifs. C'est dommage, c'est une sorte d'incompréhension totale. Tiens, par exemple, un exemple qui n'est pas dans le livre. Un jour, j'étais avec une classe de première S qui était un petit peu en conflit avec son prof de français. Le prof de français, c'était un vrai prof de français, très lyrique, etc. Eux, ils voulaient des fiches de lecture qu'ils puissent réciter à l'examen. Donc, ils ne voulaient pas des trucs lyriques. Et donc, ils rouspétaient. Moi, j'étais leur prof principal. Il disait, ouais, mais bon, quand même, ça sert à quoi tout ça, hein ? D'ailleurs, vous, là, vous êtes scientifique. Hein ? Ça vous a servi à quoi, le français ? Et là, j'ai dit, écoutez, mes petits gars, vous êtes mal tombés. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis toujours, j'aime raconter, j'aime le récit. Et je trouve ça super important. Et quand j'ai passé les examens qui me permettent de vous enseigner les sciences, j'ai pu les réussir grâce à cette capacité à raconter.
Parce que je sais mettre les choses en ordre, je sais les hiérarchiser, je sais les rendre un peu intéressantes, etc. Et ça, c'est la littérature qui me l'a appris. Et c'est pas les sciences. Donc, faites du français. Donc, si je vous suis bien, ce qui manque, c'est de lire. Absolument. La lecture est, oui, enfin la lecture c'est l'exercice du langage, c'est faire agir ce langage. Moi, un des problèmes que j'avais en classe souvent, c'est qu'il y avait des élèves qui comprenaient les choses, mais qui étaient incapables de les raconter, de les démontrer, ils avaient un problème de langage. Mais des élèves, moi j'avais des élèves de lycée, et c'était on sentait bien qu'ils avaient du mal à démontrer par le langage. De démontrer de faire une démonstration, de synthétiser différentes observations pour en tirer une conclusion. Et c'était un problème de langage. Et c'est vrai que là, oui, lire, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce que c'est par là que le langage se dérouille. Parce que finalement, essayer de communiquer par... ça va être un peu 140 caractères. Bon, ça ne démontre rien, ça ne synthétise rien. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de cette pratique du langage par la lecture, par la littérature. Alors après, on peut lire toutes sortes de choses différentes, hein, mais c'est ce qui permet d'aller un peu au-delà de simple oui, non, ou de réputation, quoi. Donc en fait, ce qui manque, finalement, vous rejoignez Nancy Houston qui dit l'homme est fait de récits. Voilà. Et donc ce qui manque, c'est des récits pour nous raconter. Bien sûr. La forêt, l'écologie. C'est ce que je veux faire, c'est que voilà, par exemple, je participe au jury d'un prix du roman d'écologie. C'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut identifier dans la production francophone de romans francophones des romans qui développent une écologie sensible. C'est-à-dire qui racontent de façon narrative, de façon émotionnelle. Alors après, il y a vraiment de tout, et il y en a plein. Cette année, c'est Clara Arnaud qui l'a eu. C'est un livre qui raconte les moutons et les ours dans les Pyrénées. Et avec tous les gens qui sont autour, et en fait elle raconte tous les états de l'ours, donc c'est un vrai roman romanesque avec des tas de personnages qui arrivent des trucs, et aussi un roman qui donne pas un avis péremptoire sur ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui montre que tout le monde a ses raisons. Et là on tient quelque chose de l'ordre d'une littérature de nature. Et c'est vrai que moi aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est des livres qui se lisent bien, mais qui apportent à la fois le bonheur de voir ces êtres vivants que sont les arbres, et puis essayer d'apporter également des choses que j'ai pu apprendre ici ou là. Parce que je dis finalement, le savoir, c'est bien, parce que le savoir, ça permet de mieux voir. Et de mieux saisir et de mieux être là. Et vous y arrivez très très bien. Si vous aviez la possibilité là tout d'un coup de pouvoir avoir avec un coup de baguette magique des réponses à des questions que vous vous posez et sur lesquelles vous butez, vous n'arrivez pas à avancer sur l'arbre, ce serait laquelle ou lesquelles? Ouh là là, il y en a plein. Je sais pas, il y a un truc par exemple que je trouvais qui manquait par rapport au sol. Je ne connais pas de représentation d'un sol. Alors pourquoi je dis ça? C'est que le sol, c'est quelque chose d'hyper complexe en 3 dimensions. Et il faudrait faire une sorte de bloc diagramme. Et ça ressemblerait à une représentation du cerveau. Je me souviens quand je faisais mes études, j'essayais de trouver des représentations du cerveau où on voit un peu tous les neurones emmêlés. C'est très difficile à représenter. C'est ultra complexe et en 3D. Le sol, c'est pareil. C'est ultra complexe en 3D. Et là, la représentation manque. Et donc il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de saisir la complexité. Ce matin, j'ai découvert, alors je connaissais le mot mais je connaissais pas trop le concept, j'ai découvert les rivières volantes. C'est en Amazonie, on a identifié des courants de vapeur d'eau, c'est-à-dire c'est l'eau qui est pompée par les arbres, qui arrive dans l'atmosphère, et il y a des courants de vapeur d'eau qui après se déplacent.
et qui transporte, on a calculé que ça transportait à peu près autant d'eau que l'Amazone. Et ça circulait sur des centaines de kilomètres, ce qui faisait que dans l'Amérique du Sud, il n'y a pas de désert comme en Afrique ou en Australie, parce que l'eau circule. Mais si on déforeste, ceci s'interrompt. Le désert va venir et il y a des zones comme ça qui sont en train de se dessécher à cause de la déforestation. Et là, je trouve que c'est un truc assez extraordinaire. Comment le climat est modifié par la présence d'arbres. Et la présence d'arbres, enfin, la présence d'une forêt. Et ça, là aussi, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est un concept qui date de 2014. 10 ans, pas plus. C'est un Brésilien qui a développé ça. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà, ce sont des choses qu'il faudrait... alors je connaissais l'idée que, en effet, les arbres faisaient un peu pleuvoir. Mais bon, là, c'est vraiment conceptualisé, c'est mesuré, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, j'espère trouver régulièrement, comme ça, des nouvelles idées, de nouveaux concepts, et que je pourrais raconter aux gens. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est le lien que vous faites entre les arbres, la famille des arbres, les racines des arbres et puis notre imaginaire collectif. Vous le disiez, nous, on a besoin de récits. L'arbre, il n'a pas de récit. Il l'est, point. Et nous, on se raconte des histoires. D'ailleurs, quand on croise un arbre, vous dites, en fait, si on sait appréhender l'arbre et sa couche extérieure, on sait depuis combien de temps il est là, comment il vit, etc. L'homme, il doit parler. Il doit raconter d'où il est parce que sinon, on ne sait rien. Et dans votre livre, vous faites un parallèle entre les racines, ce que nous, on appelle nos racines humaines. Donc, vous faites un parallèle avec votre famille. Et donc, l'arbre fait partie de notre patrimoine culturel, végétal, symbolique. Finalement, est-ce qu'il y a une dimension qu'il nous apporte, qu'on néglige ou qu'on ne voit pas ? Oui, alors après, on le voit intuitivement. C'est-à-dire que l'arbre, il est très présent dans nos cultures. Il est présent dans nos mythes. Il est présent... il y avait un truc, j'essaie de creuser ça parce que ça me fascine. Quand Charlemagne est allé se battre contre les Saxons, les Saxons c'était un peu germanique d'Allemagne plutôt de l'Est. Il se trouve que les Saxons, d'après ce qu'on dit, avaient comme dieu un arbre. Je crois que c'était un frêne qui s'appelait Irminsul. Bon, ça fascine ça. C'est Avatar, mais en vrai, quoi. Et Charlemagne s'en sortait pas avec les Saxons. Ce qu'il a fait, il est allé avec son armée à l'endroit où il y avait l'arbre, il l'a coupé. Et du coup, les Saxons étaient vaincus. Mais je trouve qu'un peuple dont le dieu est un arbre, je trouve ça très beau. C'est un joli mot de la fin, en tout cas. Merci Alexis Chénier.